Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. On est en décembre et qui dit décembre dit le classique mais toujours agréable top et flop de l'année passée. Et cette année 2024 a été riche en émotions cinématographiques avec quelques films qui ont marqué mon esprit et bien entendu beaucoup de grosses déceptions. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter sans surprise mon top 10, les films qui m'ont enchanté, ainsi que mon flop 10, ceux qui m'ont déçu. On parlera aussi des films que j'ai ratés et peut-être de mes attentes pour 2025. Installez-vous bien, ça commence maintenant. Et on commence avec les films que j'ai loupés. Parce que oui, il paraît qu'il y en a qui y arrivent, mais voir tous les films qui nous font envie, pour moi, ça relève du miracle. La faute principalement à un manque crucial de temps. J'ai tout de même vu plus d'une centaine de films sortis cette année, je pense que c'est quand même pas mal, mais j'ai tout de même quelques regrets, et parmi eux, il y a Anora, film de Sean Baker, ayant remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes, une distinction notable pour un film américain, la dernière remontant, il me semble, en 2011 avec Tree of Life de Terrence Malick. Le film suit donc Anora, interprétée par Mickey Madison, une jeune travailleuse du sexe de Brighton Beach. Sa vie prend un tournant radical lorsqu'elle épouse spontanément Ivan, le fils d'un oligarque russe. Cependant, leur histoire prend une dimension dramatique lorsque la famille d'Ivan, opposée au mariage, débarque à New York pour tenter de l'annuler. Fidèle au style de Baker, connu pour ses films comme The Florida Project et Red Rocket, Anora continue de dresser sa grande fresque autour des marges du rêve américain. Le film est salué pour sa profondeur émotionnelle et pour la performance de Mickey Madison. Et même si, comme d'habitude, tout le monde pense que c'est une palme d'or volée, eh bien moi, je suis assez curieux de le voir, ce film. Mais le film que je voulais le plus voir cette année, c'est très probablement Les Graines du Figuier Sauvage, réalisé par Mohammad Rassoulouf, sous des conditions difficiles en raison de la répression du régime iranien, avec des moyens de production limités et une clandestinité absolue pendant le tournage. Un film qui parle d'une famille se divisant autour du mouvement Femmes, Vie, Liberté, militant pour les droits des femmes en Iran. Un film qui semble à mes yeux particulièrement important à voir, de par son sujet raccord à une actualité brûlante qui ne peut nous laisser de marbre, et surtout cette force d'un réalisateur, d'actrices, mais finalement de toute une équipe de tournage qui ont fait ce film de l'intérieur en sachant pertinemment les risques encourus. Plus qu'un film, donc un véritable acte de résistance qu'il me faut absolument rattraper un de ces quatre. Et un autre film traitant de l'Iran qui a capté mon attention et que je n'ai pas vu du coup, c'est Tatami, un drame centré sur le monde du judo dans le contexte d'une compétition internationale en Géorgie. Réalisé par Guy Native et coécrit avec l'actrice iranienne Elam Erfani, le film explore les tensions auxquelles est confrontée une judoka iranienne, Leila, qui est forcée de se retirer de son match pour éviter d'affronter son adversaire israélienne. Un film qui, là aussi, semble être une exploration puissante des droits des femmes, de la force nécessaire pour défier les systèmes oppressifs et des croisements entre le sport et la politique. Un sujet qui semble audacieux et qui semble lui aussi être une pierre de plus ajoutée à l'édifice de la révolution féminine qui un jour, je l'espère, fera très mal à ceux qui tentent de les museler. Bon, sinon, il y a aussi Gladiator 2 de Ridley Scott avec Paul Mescal et Pedro Pascal, film qui à mes yeux n'a aucun intérêt et apparemment même pour les gens qui ont eu de l'intérêt pour ce film, eh bien ça a été très déceptif. Et j'avoue que c'est peut-être mon côté maso, mais je suis curieux de voir l'ampleur des dégâts. Déjà que Ridley Scott avait fait très fort et très nul pour son Napoléon, je me demande si cette suite de Gladiator parvient à faire pire. Et dernier film que je n'ai pas vu cette année, c'est le Nosferatu de Robert Eggers, et ce pour la simple raison qu'au moment où je tourne cette vidéo, eh bien il n'est pas encore sorti au cinéma. J'ai pas mal parlé de ce que j'attendais de ce film dans ma dernière vidéo, je vous invite donc à la regarder si vous souhaitez en savoir plus sur ce remake qui va réunir un casting de renom comprenant Bill Skarsgård, Lily Rose Depp, Emma Corrin et William Dafoe. Voilà, maintenant ne soyez pas étonné si vous ne voyez pas ces films dans mon top et flop, c'est donc tout à fait normal puisque je ne les ai pas encore vus. Et enchaînons avec des films que j'ai vus, où j'avais quelques attentes mais qui m'ont complètement déçu. Et on débute avec en 10e place Robert Zemeckis et son film Here, qui réunit Tom Hanks et Robin Wright, 30 ans après Forrest Gump. Après des films désastreux avec Sacrée Sorcière en 2020 et Pinocchio en 2022, ah quel tard ce Pinocchio, eh bien j'avais l'espoir avec ce film de retrouver le Zemeckis qui nous a fait vibrer avec les classiques Retour vers le futur,
futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore Seul au monde. Le film, basé sur un roman graphique de Richard Maguire, a la particularité originale d'être structuré autour d'un seul angle de caméra qui capture la vie d'un endroit sur des millénaires. On débute avec le commencement et la création de notre planète, puis des dinosaures, et ce jusqu'à notre époque et le Covid-19, et ce en passant par la Révolution américaine, la Seconde Guerre mondiale, etc. Un film à concept, donc, cherchant à nous sortir de notre zone de confort, mais malgré sa technique innovante, le film ne parvient pas à atteindre la profondeur voulue, offrant une série de scènes qui semblent souvent artificielles et beaucoup trop sentimentales. C'est une belle démonstration technologique, certes, mais le récit reste beaucoup trop superficiel et n'est au final qu'une sorte de patchwork idéalisé de plusieurs époques sans aucun lien ni sens véritable. Bref, encore un mauvais Zemeckis à son actif. En 9ème place, une autre attente que j'ai pu avoir, notamment grâce à une bande-annonce plutôt bien ficelée, eh bien c'est Alien Romulus. Bon, la franchise Alien m'a complètement perdu avec Prometheus et Covenant, et je me disais que ce Romulus serait peut-être l'occasion de faire un bon petit reboot de tout ça, et de repartir sur des bonnes bases. Et finalement, le seul intérêt de ce film, c'est le recyclage de la tétralogie initiale, et toutes les petites références sympathiques qu'on peut retrouver à droite et à gauche. Ce qui est quand même assez faible pour faire un film, parce que rien ne permet de sauver tout ça. Les personnages ne sont pas du tout attachants, on s'en fout de l'intrigue, la réalisation est certes correcte, mais il n'y a vraiment aucune saveur, aucun plaisir à regarder ce film. Et en prime, on a le droit à un deepfake dégueulasse du regretté Ian Holm pour reprendre son rôle de H, et un nouvel hybride humain-alien qui n'est guère fameux. En 8ème place, un autre film qui ne m'a pas laissé beaucoup de souvenirs, n'est aucunement mémorable et dans lequel je ne suis jamais rentré, c'est le Dali de Quentin Dupieux. Bon déjà, faut dire que le cinéma de Dupieux et moi-même, c'est pas forcément la joie. Il y a des films qui m'ont bien botté, comme Steak, Au Poste ou Rubber, mais globalement, ce sont des films qui me laissent dans l'indifférence la plus totale. Et ce fut le cas cette année avec le 2e acte, mais encore plus avec ce Dali qui ne m'a strictement rien apporté. On a compris que Dupieux aime les mises en abîme, mais est-ce que c'est pas un peu lassant à force? Est-ce qu'on n'en a pas un peu marre de voir toujours le même exercice de style qui vire petit à petit vers de l'ego trip? Bon peu d'intérêt à ce film, on n'apprend rien sur Dali, on n'éprouve aucun plaisir dans la mise en scène, le jeu d'acteur se résume à qui fera le mieux Dali, puisque je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas moins de 6 acteurs qui vont l'incarner. Et en bonus, parmi eux, il y a Edouard Baird, qui, on le rappelle, est accusé par 6 femmes de harcèlement et d'agression sexuelle. Et ouais, ça jette un petit froid. Mais un autre film qui jette un froid, la transition est nulle, mais c'est en 7ème place SOS Fantôme, la menace de glace. Et oui, j'avais un peu d'attente vis-à-vis de ce film, parce que j'avais été agréablement surpris par SOS Fantôme, l'héritage, qui arrivait à la fois à toucher la fibre nostalgique et à apporter de nouvelles choses. Mais cette fois, ce dernier SOS Fantôme ne fait que racler de la bonne vieille nostalgie, comme le dernier Alien, et ce sans rien apporter d'autre. L'aventure s'essouffle très très vite, parce qu'on est constamment dans une sensation de déjà-vu, il n'y a rien d'original qui est apporté, et aucune surprise qui risque de nous faire sortir d'un scénario beaucoup trop conventionnel. Bref, aucun risque n'est pris, on s'ennuie tout le long du film, moi j'ai moi-même personnellement décroché parce qu'on nous présente beaucoup trop de personnages qui au final ne servent pas à grand chose, et plombent surtout le rythme de l'intrigue principale. C'est vraiment tout ce que je n'aime pas dans un blockbuster qui se retrouve ici réuni dans un seul film. Mais si vous voulez un autre film qui est assez aseptisé, eh bien je vous conseille de vous pencher sur le biopic de Bob Marley, One Love, qui décroche la 6ème place de ce flop. Qu'est-ce que c'était lisse. Je me demande encore comment c'est possible d'aborder une figure aussi iconique que Bob Marley en faisant un film avec si peu de personnalité. C'est lisse, beaucoup trop propre, beaucoup trop sage, la réalisation n'a aucun relief, les flashbacks alourdissent encore plus tout ça. Bref, c'est clairement le pire biopic de cette année, félicitations, et quant à nous, on retournera plutôt voir l'excellent documentaire Marley de Kevin MacDonald, histoire d'apprendre la véritable histoire de ce chanteur et ne pas se contenter de ce One Love, ce film transformé par une Rita Marley à la production
qui visiblement avait plus envie de se donner le bon rôle plutôt qu'autre chose. Et on enchaîne avec à la 5e place Les Guetteurs de Ishana Shyamalan, fille de M. Night Shyamalan, qui réalise ici son premier film. C'est un film d'horreur psychologique qui suit Mina, jouée par Dakota Fanning, alors qu'elle se retrouve piégée dans une forêt isolée avec un groupe d'étrangers, surveillés par des créatures mystérieuses connues sous le nom de The Watchers, les Guetteurs. Si le scénario montre du potentiel, se concentrant sur l'isolement, le deuil et les forces perturbatrices en jeu, l'exécution faiblit. Un peu à l'image des films de son père qui ont souvent une bonne idée de base, mais qui finissent trop souvent en pétard mouillé. Alors la 5e place est peut-être un peu trop haute pour ce film, je pense que maintenant, avec du recul, j'avais bien trop d'attentes vis-à-vis du long métrage, et que j'ai eu du mal à être indulgent tout le long du visionnage. Ce qui fait qu'au final, je n'ai vu que les faiblesses du film. Et c'est dommage parce que le film est visuellement attrayant, avec de beaux paysages, des plans miroirs vraiment pas dégueux, mais le scénario souffre d'un développement des personnages qui sont beaucoup trop faibles, et de dialogues trop explicatifs qui alourdissent le tout. Au final, on obtient une sorte de mélange de folklore celtique, mélangé maladroitement à des thèmes d'identité et de deuil, avec une tension et un suspense qui ne parvient à mes yeux jamais à prendre. Bref, assez grosse déception pour moi. Et en 4e place, ce sera un film français, avec Hors du temps de Olivier Assayas. Alors, Olivier Assayas, c'est un réalisateur, mais surtout un auteur que j'ai beaucoup lu pendant mes études. Ses entretiens avec Ingmar Bergman, ses critiques au cahier du cinéma, mais surtout sa biographie de Kenneth Sanger, Éloge de Kenneth Sanger, vraie et fausse magie au cinéma, sont des textes que j'ai parcourus et étudiés avec plaisir plusieurs fois. Et Olivier Assayas, en tant que réalisateur, c'est plutôt quelque chose aussi. Il a une filmographie que je trouve assez atypique, avec notamment Irma Vep, mettant en scène une Maggie Cheung reconnue en Asie, mais qui n'avait pas encore eu son succès international avec In the Mood for Love, qui fait face à Jean-Pierre Léaud. On a aussi Boarding Gates, réunissant Asia Argento et Michael Madsen, Cuban Network, dans lequel on retrouve Penelope Cruz, Gaël Garcia Bernal ou encore Ana de Armas. Bref, il a tourné avec de sacrés acteurs dans des films qui avaient un petit quelque chose assez original. Donc voilà, cette année, Olivier Assayas arrive avec Hors du temps, avec la volonté d'explorer les complexités émotionnelles et psychologiques des confinements liés à la pandémie de 2020. Le film va suivre deux frères et leurs compagnes confinés dans leur maison d'enfance, confrontant les tensions et les souvenirs partagés dans cet espace clos. Assayas a utilisé cette situation pour créer une œuvre semi-autobiographique et intime, se concentrant davantage sur le confinement et les effets du temps suspendu. Mais le résultat est, n'ayons pas peur des mots, particulièrement chiant. Il est lent, introspectif, chargé de dialogues pompeux sur l'art, la musique et la mémoire. Tout le monde en devient énervant, on est vraiment dans un milieu de petits blancs privilégiés qui s'écoutent parler en montrant qui a la plus grosse culture en faisant des blind tests pénibles. Bref, aucun fun, malgré l'envie apparente de faire des private jokes qui tombent à l'eau. On s'ennuie du début à la fin et les 1h45 du film passent avec une lenteur absolue. Et puisqu'on est dans le domaine des petits blancs privilégiés, on va continuer avec mon flop 3, un coup de dé de Yvan Attal, qui, on le rappelle au passage, a signé la tribune de soutien à Gérard Depardieu, ça fait jamais de mal de le rappeler. Le film suit donc Mathieu, incarné par Attal lui-même, qui doit tout à son meilleur ami Vincent, joué par Guillaume Canet. De son travail à sa maison, en passant par sa vie qui lui a sauvé il y a 10 ans. Leur vie apparemment idéale sur la Côte d'Azur bascule lorsque Mathieu découvre que Vincent a une liaison et les choses prennent une tournure dramatique lorsque la maîtresse de Vincent est retrouvée morte, déclenchant ainsi un tourbillon de suspicion et de manipulation au sein de leur cercle intime. Alors sur le papier, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un bon petit thriller, mais la réalisation est particulièrement mauvaise et gâche complètement tout. Pourtant, il est censé avoir de l'expérience, Attal quand même. Je ne comprends pas comment il a pu se foirer à ce point, surtout au niveau de l'écriture qui manque totalement de subtilité et qui est en prime alourdie par une voix off maladroite qui nous explique tout et ne laisse aucune place au mystère. Ça manque de finesse, ça manque d'inventivité, mais pire que tout, ce film nous prend vraiment pour des cons à qui il faut tout expliquer, comme si on n'avait pas cette superbe et utile capacité qui nous permet de penser par nous-mêmes. Bon, et vous vous souvenez quand je vous ai dit que Bob Marley One Love était le pire biopic de cette année ?
Eh bien, je me suis trompé, puisqu'il y a aussi le Ferrari de Michael Mann, qui se trouve ici à la deuxième place du flop 2024. Michael Mann, quand même, qui a fait Hit, Collateral, Ali, ou encore Le Dernier des Mohicans, et qui n'a pas fait de film depuis plus de 8 ans, on était quand même en droit d'avoir quelques attentes. Pour l'occasion, il réunit Adam Driver et Penelope Cruz, ce qui n'est pas dégueu sur le papier, mais qui ne sert pas à grand chose sur l'écran. Adam Driver nous fait du Adam Driver sombre, dépressif et mystérieux, tandis que Penelope Cruz sera la femme potiche du film. Bon, en plus, Enzo Ferrari, faut se l'admettre, je m'en fous complètement de ce type, autant que les courses automobiles d'ailleurs. Donc ouais, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout le public du film. Mais plus que tout, ce qui m'a déplu, c'est que ce film est vraiment un cliché du style biopic. Et que, cerise sur le gâteau, je l'ai vu en pleine écriture de mon script pour ma vidéo, où j'explique que j'en ai marre des biopics. Donc voilà, à mon sens, sur ce film, ça aurait pu être n'importe qui à la réalisation, que ça n'aurait strictement rien changé, tellement on dirait que le film suit le cahier des charges du biopic cliché et de ses archétypes bidons, qui certes fonctionnaient un peu dans les années 90, mais qui aujourd'hui nous emmerdent totalement. Et on termine ce flop avec le numéro 1, ma plus grosse déception de l'année, parce que c'est vrai que j'attendais beaucoup de ce film, c'est La Bête de Bertrand Bonello. Un film qui mêle romance, science-fiction et réflexion existentielle, avec un casting porté par Léa Seydoux et George McKay qui a la lourde tâche de remplacer Gaspard Ulliel, pour qui le rôle avait été écrit avant son brusque décès. C'est une histoire qui traverse plusieurs époques, explore le concept du destin, des choix de vie et des relations humaines dans un contexte dystopique. Bonello est un cinéaste un tantinet provocateur et assez audacieux, avec généralement une esthétique qui claque, qui a pu m'émerveiller sur des films comme L'Apollonide, Souvenir de la Maison Close, ou encore Tirezia, mais qui, ici, malgré un projet audacieux, se plante royalement. Le film est à mon sens totalement hermétique, tout est froid, fouillis, on ne ressent aucune émotion, ce qui est quand même un comble pour une histoire d'amour censée traverser le temps et la mémoire. Il n'y a aussi aucune alchimie entre Léa Seydoux et George McKay, à aucun moment on ne s'attache un tant soit peu avec ces personnages, et ça, moi ça m'empêche toute implication intellectuelle ou émotionnelle, et du coup, je décroche totalement. Alors, il ne reste au final que de longs dialogues introspectifs et 2h26 d'ennui profond. Et en plus, esthétiquement, c'est pas si fou que ça. Bref, un projet ambitieux qui pour moi s'est planté à merveille et mérite amplement cette première place. Et voilà, après avoir traversé les déceptions et les ratés de cette année cinématographique, il est temps de remonter la pente. Car heureusement, chaque flop est compensé par des films qui nous réconcilient avec le cinéma, des œuvres qui transcendent les attentes et marquent durablement les esprits. Alors, oublions les erreurs de parcours et plongeons dans ce qui m'a fait vibrer cette année. Et on commence avec la 10e place, Speak No Evil, de James Watkin, remake du film danois du même nom de Christian Daftrup. Bon déjà, petite précision, je n'ai jamais vu l'original, j'en avais jamais entendu parler avant, donc pour moi, la surprise était totale. Ce film parle d'un couple avec un enfant qui vont rendre visite à une autre famille rencontrée en vacances et qui va ainsi se retrouver pris au piège dans une situation cauchemardesque. Une histoire assez classique en soi, mais le film m'a surpris en créant une tension et un malaise tout en incorporant des moments d'humour noir qui fonctionnent vraiment. Et ce, en grande partie grâce à la performance solide et troublante de James McAvoy. Ce mélange de tension psychologique et de moments d'absurdité sinistre crée une atmosphère vraiment propre au film et qui plus est, même si la fin se veut assez conventionnelle, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de codes propres aux films d'horreur qui étaient ici réinventés. Et à mon sens, être surpris dans un film d'horreur qui est probablement un des genres les plus codifiés du cinéma, moi, ça me réjouit et ça me fait mettre ce film à la 10e place de mon top. Et à la 9e place, on retrouve Beetlejuice de Tim Burton, qui n'avait plus rien fait de bien depuis... une bonne vingtaine d'années, peut-être. Quoique Big Eyes, c'était pas si dégueu en vrai dans mes souvenirs. Bref, Burton revient à son Beetlejuice, film culte sorti en 1988, et c'est vrai qu'au début, on se demande un peu l'intérêt de ressusciter cette licence. Mais au final, et surtout en enchaînant le visionnage des deux films, Beetlejuice est loin d'être une mauvaise suite, comme on en a bien trop l'habitude d'en voir ces dernières années. Il y a vraiment un grand plaisir à retrouver cet univers qui, à mes yeux, ne semble pas avoir bougé d'un iota. Tout le monde est de retour pour la partie, que ce soit Colin Atwood au costume, Danny Elfman à la musique, ou encore Michael Keaton, Winona Ryder et la géniale Catherine O'Hara dans leurs anciens rôles.
Il ne manque que le rôle du père, joué par Jeffrey Jones, qui est absent de ce film, pour cause évidente d'avoir été reconnu coupable d'agression sur un mineur en 2003. Et ouais. Et l'absence de l'acteur est assez bien palliée dans le film et permet certaines scènes assez plaisantes et rigolotes. Et à cela on intègre de nouveaux personnages comme Monica Bellucci dans le rôle de Dolores, une mariée zombie vengeresse, et William Dafoe dans celui d'un détective fantomatique naviguant dans le chaos de l'au-delà. Bon, il y a aussi Jenna Ortega qui joue la fille de Winona Ryder, mais perso, j'ai trouvé que c'était le personnage le plus chiant et inintéressant du film. Mais bon, fallait bien attirer le public de la série mercredi. Bref, Tim Burton a, avec ce film, retrouvé son éclat d'antan, et c'est vraiment un régal de replonger dans cet univers de fantasy gothique si caractéristique du réalisateur, et même s'il y a beaucoup de fanservice, j'ai trouvé que ce film réussit malgré tout à faire un bon mélange entre hommage et réinvention. Et en 8ème place, on a Blink Twice de Zoe Kravitz, fille de Lenny, qui ici réalise, écrit et produit son premier film. Et c'est une réussite totale. Blink Twice est un thriller qui aborde les thèmes de la mémoire, de la manipulation, de la vengeance, mais surtout de la masculinité toxique et du consentement dans le contexte d'un séjour sur une île apparemment luxueuse mais cachant un sinistre secret. L'intrigue suit Frida, jouée par Naomi Aki, qui est attirée dans ce paradis tropical avec d'autres femmes sous le couvert d'une escapade glamour. L'hôte Slater King, brillamment interprété par le tout aussi excellent Channing Tatum, et ses associés utilisent une toxine effaçant la mémoire cachée dans un parfum pour exploiter leurs invités. Et quand Frida va commencer à reconstituer l'horrible vérité, elle va devoir mener un véritable combat pour sa survie et aussi pour la justice. C'est un film qui questionne principalement la notion de consentement et qui, coïncidence du calendrier, est sorti en même temps que les débuts du procès de Dominique Pellico et qui aujourd'hui résonne encore plus fort avec les révélations sur P. Diddy. Un film qui à mon sens a une place importante dans le discours féministe contemporain et qui mérite donc d'être vu. On enchaîne avec un autre film qui lui aussi résonne avec les discours féministes, puisqu'en 7ème place on retrouve Il reste encore demain, un film italien réalisé par Paola Cortellizzi qui en sera aussi l'actrice principale. L'histoire se déroule dans l'Italie d'après-guerre des années 40 et suit Delia, une mère de famille confrontée à un mari autoritaire et violent. Après avoir reçu une lettre mystérieuse, elle commence à remettre en question sa situation et aspire à une vie différente, rompant ainsi avec les schémas familiaux traditionnels. Un film original penchant d'un côté vers le néoréalisme italien, avec une représentation fidèle de la société italienne d'après-guerre, ses défis et ses espoirs, ce qui ajoute une profondeur historique et culturelle, reprenant aussi une esthétique en noir et blanc et un format carré. Et de l'autre côté, ça penche aussi vers une comédie moderne, avec une bande-son anachronique dans laquelle on peut retrouver le John Spencer Blues Explosion, ou encore Outcast, et un humour et une légèreté qui permet de s'échapper un peu au drame et à la violence qui régit la vie de Delia. Et évidemment, le parcours de Delia vers l'indépendance et la remise en question des normes patriarcales, ça résonne profondément en moi, et le film offre un message puissant sur la quête de liberté des femmes. Et on quitte les ruelles italiennes pour retrouver en 6ème place Le désert d'Arrakis et le film Dune, 2e partie, toujours réalisé par Denis Villeneuve. Alors autant le premier Dune m'avait un peu laissé de marbre, autant là le film m'a pris et m'a foutu de bonnes grosses claques. Visuellement, c'est béton. Les décors, les effets spéciaux, la direction artistique et la photographie de Greg Fraser illustrent parfaitement la beauté brutale de cet univers, et même si je ne suis pas le plus grand fan de Timothée Chalamet et de Zendaya, ça passe quand même niveau acteur, surtout avec la présence de Javier Bardem et la grande performance de Austin Butler qui joue le terrifiant Fed Rota Harkonnen. Et d'ailleurs, tout le passage sur Giedi Prime, la planète d'origine de la maison Harkonnen, c'est juste génial. C'est une planète industrielle et toxique marquée par une exploitation intense des ressources naturelles et une atmosphère lugubre. Et comme cette planète tourne autour d'un soleil ayant une faible intensité, c'est filmé en noir et blanc, enfin plus précisément en infrarouge, pour illustrer ce manque de luminosité. Bref, c'est vraiment un film assez impactant, on en prend plein les yeux et les oreilles, et c'est plutôt cool de revoir ce genre de grand spectacle au cinéma, de faire revivre un genre de space opéra qui est, je trouve, assez en perdition, puisque dominé par du Star Wars ad nauseum, et puis même, j'ai l'impression que depuis Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas eu vraiment de saga très épique à voir au cinéma, et je pense sans problème que Dune en sera le digne successeur. Bref, j'ai hâte de voir le 3e opus de Denis Villeneuve, et en attendant, il y a la série Dune Prophétie sur HBO Max, mais j'ai toujours pas pris le temps de la voir, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire si ça vaut le coup
ou non. Allez, il est temps d'enchaîner avec la 5e place et Emilia Pérez de Jacques Audiard. Pour déjà retrouver Audiard, réalisateur d'Un prophète, Sur mes lèvres ou plus récemment Les Olympiades, à la tête d'une réalisation internationale, ça m'a personnellement surpris. Bon, même si en fait il avait déjà fait Les Frères Sister avec entre autres Joaquin Phoenix, John C. Reilly et Jack Gyllenhaal. Mais cette fois, Audiard s'aventure dans une comédie musicale dramatique. L'histoire suit Emilia Pérez, un ancien baron de la drogue mexicain, qui, après une transformation de genre, cherche à s'échapper de son passé criminel tout en embrassant sa véritable identité. Le film s'articule autour de ce combat pour la rédemption et l'amour tout en affrontant les fantômes de son passé. Les thèmes de l'identité, de la réinvention personnelle et de la quête de liberté sont au cœur du récit. Audiard explore la fluidité de genre et les défis de la transition avec une sensibilité qui évite à mon sens les stéréotypes. À cela, on rajoute un casting impeccable avec Zoé Saldana, Selena Gomez et surtout Carla Sofia Gascon qui joue Emilia Pérez. On rajoute aussi une bande-son fabuleuse avec en point d'orgue la reprise des Passantes de Georges Brassens version fanfare mexicaine, un sujet risqué et casse-gueule qui malgré tout fonctionne, une esthétique flamboyante et une réalisation impeccable qui font de Emilia Pérez une œuvre audacieuse dans sa manière d'aborder la transidentité dans un cadre narratif spectaculaire et original. Et surtout, c'est un film qui m'a profondément marqué. Et de toute manière, soyons clairs, à partir de là, tous les films que je vais citer m'ont bien marqué. Preuve que le cru filmique de cette année a été plutôt bonne. Et le 4e film de ce top, c'est le successeur de Xavier Legrand, qui signe ici son 2e long métrage après Jusqu'à la garde, que je n'ai pas vu, mais dont j'ai entendu de bons échos. Le successeur, je m'en suis rendu compte en faisant cette vidéo, c'est très dur d'en parler de peur de trop en dévoiler. Parce que le successeur, c'est avant tout un très bon thriller qui suit Elias, un jeune créateur de mode québécois, en passe de devenir la nouvelle star de la haute couture parisienne. Et alors que sa nouvelle collection s'apprête à sortir, il va devoir retourner au Québec suite à la mort de son père afin de régler les obsèques et s'occuper de son héritage. Son héritage qui consiste en une petite bicoque de banlieue qui ne paye pas de mine, mais qui pourtant va révéler un terrible secret. Et je m'arrête là, Allez voir le film, on le trouve facilement en VOD, il est captivant, glacial, glauque, mais surtout brillant. Et on arrive enfin à la 3e place. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur 5 films de body horror féministes, ce sera pas une surprise, puisque cette 3e marche du podium revient sans contexte à The Substance de Coralie Farja. J'en ai déjà pas mal parlé, donc je ne vais là non plus pas trop approfondir, mais en gros, dans ce film, Demi Moore incarne Elizabeth Sparkle, une ancienne grande actrice et star du petit écran via une émission de fitness qui va se faire virer parce que étant jugée trop âgée et que son émission a besoin de sang neuf et surtout d'une présentatrice plus jeune. Elle va croiser la route d'un infirmier qui va lui parler de la substance, un produit que l'on s'injecte afin d'obtenir une version plus jeune, plus belle, plus parfaite de soi-même. C'est un film radical qui, je pense, ne laisse personne indifférent. Bien entendu, les thèmes féministes abordés par le film me parlent, et le fait d'utiliser le body horror comme expression des sujets féministes, c'est juste parfait. Et l'acte final, purement jouissif, vomit toutes les contrariétés, toutes les injustices, tous les dictates que les hommes imposent implicitement ou explicitement aux femmes dans une explosion sanglante libératrice. Un film à voir absolument pour son audace et ses propos. Bref, Coralie Farja, c'est la grande classe et j'ai très hâte de voir vers quoi elle va se diriger maintenant. Et on continue avec la 2e place, un autre thriller se déroulant au Québec, puisqu'il s'agit du film Les Chambres Rouges de Pascal Plante, qui plonge profondément dans l'obsession morbide de 2 jeunes femmes pour un tueur en série dont le procès fait la une des journaux. Elles se rendent chaque jour au palais de justice de Montréal pour suivre son procès et leur obsession devient maladive au point où elles se lancent dans une quête pour obtenir la vidéo manquante d'un de ces meurtres. Alors c'est un film très perturbant, notamment à cause de la psychologie complexe du personnage principal du film, Kelly Ann, mannequin de profession, insensible et glacial, dont on ne comprend pas toutes les motivations, mais qui semble en tout cas désirer une seule et unique chose, croiser, ne serait-ce qu'une fois, le regard du tueur en série. C'est un film où le malaise est présent du début à la fin, traitant du voyeurisme morbide que je pense on a tous plus ou moins vécu en écoutant une histoire sur un ou plusieurs meurtres, et jusqu'où l'obsession peut nous mener. C'est un film réaliste,
réaliste, cru, brillamment interprété par l'ensemble du casting, hein, la plaidoirie qui fait l'ouverture du film en témoigne, c'est bien réalisé avec pas mal de plans séquences, et surtout, c'est très prenant, et ça nous prend directement aux tripes. Et ça nous questionne sur nous-mêmes et notre fascination morbide à la violence. Et un autre film qui nous questionne aussi énormément, et qui obtient la première place de mon top de cette année, eh bien c'est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui n'avait pas fait de long métrage depuis une dizaine d'années, et son film Under the Skin. La Zone d'intérêt va traiter de la Shoah, mais au lieu de se concentrer sur les victimes ou de représenter les atrocités de manière explicite, comme on a malheureusement pris l'habitude d'en voir, eh bien la Zone d'intérêt se centre sur la vie de famille de Rudolf Höss, commandant du camp d'extermination d'Auschwitz, qui a sa maison juste à côté du camp, exposant ainsi le contraste entre l'horreur invisible de la Shoah et le quotidien normalisé de ceux qui y sont impliqués. C'est un point de vue unique et un choix audacieux, puisqu'il dépeint la vie familiale ordinaire, presque idyllique, en parallèle avec le génocide qui se déroule juste sous leurs yeux. L'idée de juxtaposer une scène domestique banale et la réalité d'Auschwitz donne une dimension profondément dérangeante au film, car elle souligne à quel point la violence et l'horreur pouvaient être ignorées ou reléguées à l'arrière-plan pour ceux qui n'en étaient pas directement témoins. Mais attention, comme je l'ai dit, la zone d'intérêt ne cherche pas à illustrer directement les horreurs du camp, mais elle est suggérée par des images et surtout des sons qui renvoient à la violence sans jamais la montrer. Le film ne cherche pas à choquer par des images violentes, mais par cette distance d'où découle un malaise profond qui est renforcé par des plans longs, des silences et une caméra qui observe sans intervenir, ce qui renforce l'impression de voyeurisme et d'intrusion. La zone d'intérêt dépeint donc cette banalité du mal, chère à Hannah Arendt. Ce n'est pas un film qui cherche à choquer par des images explicites, mais qui se veut plus subtil et philosophique. Il questionne les limites de l'empathie humaine et comment l'indifférence collective peut contribuer à des atrocités monstrueuses. La tension que l'on ressent en suivant ce quotidien déconnecté du monde extérieur en fait un film extrêmement dérangeant, mais aussi profondément pertinent pour aujourd'hui. Et via une scène finale saisissante, il invite à une réflexion sur l'histoire, la mémoire et la responsabilité morale. Ce film est mon film préféré de cette année parce qu'il propose un traitement inédit et intellectuellement exigeant d'un sujet lourd, tout en faisant écho aux questionnements contemporains sur la banalisation de la violence et l'indifférence face à l'injustice. C'est un film que j'ai eu en tête et qui m'a poussé à la réflexion pendant pas mal de temps après son visionnage, et je pense que c'est peut-être cette capacité à éveiller la conscience qui en fait pour moi un incontournable cette année. Et voilà, c'était, je pense, un petit peu long, mais c'était mon top et mon flop de cette année. J'avais listé quelques films que j'attendais pour 2025, mais en vrai, j'ai pas de très grosses attentes et je préfère me laisser surprendre. Donc je n'en dirai pas plus. Et puis en plus, je suis en train de perdre ma voix et je suis déjà rendu à 50 minutes de vidéo. Donc bon. Mais voilà, n'hésitez pas, quant à vous, à me dire ce qui vous hype pour 2025 et bien entendu à me donner vos tops et vos flops de cette année. Allez, joyeux Noël à tout le monde, si j'ai terminé le montage dans les temps. Ou sinon, bonne année. Bisous.